Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, je reçois Chantal Motto, psychopraticienne, coach, formatrice, psychanalyste jungienne et autrice. Son ouvrage Jung à la plage est paru aux éditions Duno. Bonjour Chantal, merci d'avoir accepté mon invitation féerique. Bonjour Valérie, je suis ravie de votre invitation et d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voulais savoir quelle a été et comment a été cette rencontre avec Jung. Alors, c'est une rencontre très ancienne. C'était en 1988, donc ça fait quelques années où j'ai eu l'occasion de travailler avec un psychologue clinicien qui était dans la mouvance jungienne et qui travaillait notamment sur le symbolisme, les rêves, dans la lignée de l'enseignement de Jung. Donc je suis rentrée comme cela et puis ça m'a vraiment subjuguée. Et depuis ce temps-là, je travaille toujours avec les rêves, avec les symboles. Je note mes rêves tous les jours. Ou quand je les oublie, mais quasiment tous les jours. Et puis, j'enseigne également le symbolisme. Et voilà, c'est un univers vraiment qui me connecte à la fois à moi et à l'univers, à l'universel. Et voilà, et je trouve que Jung, c'est vraiment, c'est un génie, voilà, très en avance dans son époque. Et on n'a jamais fini parce que ça fait quasiment 40 ans que je travaille sur les concepts jungiens. Voilà. Et en fait, il a écrit énormément de choses. C'est très condensé aussi. Voilà. Et c'est très riche. Et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses. Et alors justement, quels enseignements vous a-t-il transmis si vous deviez retenir les principaux, on va dire, parce que comme vous disiez, c'est très riche. Alors les principaux qui font vraiment la particularité de Jung, puisque Jung est arrivé au moment de l'essor de la psychanalyse, qui était notamment beaucoup inventée, si l'on peut dire, ou réinventée par Sigmund Freud. D'ailleurs, ils ont été copains à une certaine époque, collègues en tout cas, et voilà. On en reparlera peut-être. Et donc lui, tout ce qu'il a apporté de plus à la psychanalyse, c'est cette notion d'inconscient collectif. Donc si on fait juste un tout petit résumé, l'inconscient personnel, ce sont des choses que l'on transporte inconsciemment en nous, qui correspondent à des choses qu'on a pu oublier, par exemple de notre petite enfance, de notre vie intra-utérine. Voilà, donc on transporte des choses inconscientes par rapport à notre vécu personnel. Et l'apport de Jung, ça a été de montrer, notamment à travers les rêves, que nous transportons également des éléments de l'inconscient collectif, c'est-à-dire que tout l'héritage de nos ancêtres, l'héritage de l'humanité, eh bien, on peut y avoir accès à travers notre propre inconscient. Voilà, on touche une dimension plus grande, comme un grand réservoir d'informations dans lequel on va aller puiser, retrouver des choses. Donc ça, c'est vraiment un apport magistral qui ouvre énormément, je trouve, la pensée, puisqu'on passe de l'individu au collectif et on est dans l'interaction entre le collectif, comment on y a accès, enfin l'individu et le collectif, comment on y a accès, qu'est-ce qu'on transporte du collectif. Voilà, c'est vraiment un dialogue entre l'individu et la communauté que je trouve intéressant. Ensuite, il y a une autre conception qui est maintenant assez répandue, qui a été inspirée par les yogis. Chez Jung, il s'est beaucoup intéressé à la civilisation orientale. Et l'autre concept, c'est le yin et le yang, qu'il a retranscrit en anima pour le yin et
en animus pour le yang. Voilà, avec aussi la sagesse du Kundalini Yoga, c'est-à-dire que en unissant nos énergies yin et yang, eh bien, on fait monter une énergie puissante. Et donc, il a retranscrit ça sur le plan psychique en disant que nous transportons une énergie féminine, une énergie masculine, et qu'en unissant ces énergies, ces dimensions, eh bien, on acquiert une dimension du soi plus unifiée, plus harmonieuse, Plus équilibré. plus équilibrée. Voilà. Et puis peut-être un troisième concept qui est passé aussi dans le langage courant maintenant, dans les sphères du développement personnel, on en parle beaucoup, c'est le concept de synchronicité. C'est-à-dire que donc c'est le mot a été inventé par Jung. Donc ça, on ne le sait pas forcément. Mais voilà, c'est-à-dire la synchronicité, c'est-à-dire quand deux événements se rencontrent de façon synchrone, c'est-à-dire ont lieu en même temps, eh bien, il n'y a pas forcément une relation de cause à effet, mais il y a une relation de sens. C'est-à-dire que quand un fait psychique, si on reprend la définition de Jung, quand un fait psychique rencontre un fait physique de la réalité, eh bien, ces deux sont en corrélation. Et la corrélation qui existe, c'est que ça donne du sens. Donc, par exemple, on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça, c'est le fait physique qui correspond à un fait psychique. Donc, qu'est-ce que cette personne évoque pour nous? Est-ce qu'elle est amie? Est-ce qu'elle est ennemie? Voilà. Donc, ça donne du sens sur le pourquoi on a rencontré cette personne à ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce que cet événement que l'on croise vient nous dire de notre réalité inconsciente? C'est-à-dire que c'est l'événement qui nous permet de prendre conscience de quelque chose. Et les synchronicités, elles sont extrêmement subjectives parce qu'il n'y a pas de règles d'interprétation générale. C'est vraiment propre au vécu de chacun, à la différence d'autres, enfin des superstitions ou de croyances collectives comme croiser un chat noir, ça a un sens général. Mais là, c'est vraiment propre à chacun. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, je peux vous raconter l'anecdote qui a poussé Jung à développer le concept. C'était un jour, en tant que psychothérapeute et psychanalyste, il reçoit une cliente, enfin un jour, il avait pour patiente une personne, ils travaillaient ensemble sur les rêves et en discussion, et il désespérait dans son fort intérieur, Jung, il désespérait de cette cure parce qu'il trouvait que ça n'avançait pas beaucoup, que voilà, il était assez empêtré. Et puis un jour, la cliente, la patiente apporte un rêve, et dans ce rêve, il y a un beau scarabée doré. Et au même moment, sur la fenêtre de son cabinet, donc en Suisse, alors que voilà, c'est pas trop ni la saison ni la région, eh bien, il y a un scarabée doré qui vient frapper à la fenêtre. Donc, il ouvre la fenêtre et il offre le scarabée à sa patiente en disant, voilà le scarabée de votre rêve, il est venu vous rendre visite. Donc déjà, c'est un événement assez étonnant, bluffant. Et la symbolique du scarabée, c'est la symbolique du renouveau, du démarrage d'une nouvelle ère, voilà, et de la transformation. Et donc, il a vu le signe. Donc, Jung a vu le signe que ça y est, il y avait quelque chose qui se passait à partir de ce moment-là, et que ça allait être le début d'une nouvelle ère dans la thérapie. Et effectivement, à partir de ce moment-là, la thérapie s'est mise à bien fonctionner, et c'était un nouveau virage. C'est incroyable, hein. C'est ce que vous essayez de partager, en tout cas, dans votre ouvrage. Vous avez vulgarisé un petit peu tout ce qui était très, peut-être un peu trop «technique» entre guillemets pour celles et ceux qui ne connaissent pas la psychanalyse,
Et du coup, c'est un ouvrage, je trouve, facile, dans le sens facile d'accès. Il est très Oui, riche, mais facile d'accès. oui, c'était un petit peu le but, hein. D'ailleurs, c'est le but de la collection de Duno, hein. Il y a Jung à la plage, mais il y a aussi plein d'autres. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir parler de façon accessible de grands personnages qui ont marqué leur époque avec leurs inventions, ce qu'ils ont apporté. Voilà. Et donc, c'était aussi un challenge parce que voilà, vulgariser sans tomber dans le trop simple. C'est Hein, ça. c'est voilà, donc garder l'esprit mais en même temps le simplifier ou le rendre accessible, c'était effectivement le but recherché. Est-ce qu'on peut dire que Jung a ouvert les portes d'un monde onirique, du monde des rêves et de la symbolique des rêves? Oui, alors il a ouvert d'autres portes que les portes que Freud avait ouvertes, puisque Freud a été dans la psychanalyse vraiment le premier à s'intéresser aux rêves et à trouver dans les rêves l'expression de choses inconscientes qui avaient été refoulées, qui avaient été mises de côté. Et le rêve, dans sa spontanéité, dans le fait qu'on ne contrôle pas nos rêves. Nos rêves nocturnes, on ne les contrôle pas. Donc les rêves apportent des choses de l'inconscient. Et le but en les étudiant, bah, c'est de prendre conscience, ah bah tiens, il y a peut-être ça qui se passe en moi, j'en étais pas conscient. Voilà, peut-être que j'ai pas fait attention à cet aspect-là de ma personnalité, peut-être j'ai pas fait attention à certaines blessures qui sont encore vivantes finalement, parce que mon inconscient me le dit. Donc ça, c'était l'aspect du rêve chez Freud. Et Jung a prolongé en disant, mais il y a aussi dans le rêve, il y a aussi une finalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la causalité, je rêve de ça parce que bah, j'ai des choses refoulées, mais il y a aussi, et c'est là où on a le concept du soi, hein, donc comme un guide intérieur, il y a aussi les rêves qui sont mus par notre force intérieure, notre guide intérieur, qui nous parle de nos potentiels, de ce vers quoi on peut tendre. Voilà, donc il y a cet aspect à la fois causalité, finalité, et avec la trouvaille que j'expliquais, que je mentionnais, avec l'inconscient collectif, on passe aussi avec le rêve de certaines explications de l'individu, du passé de l'individu, à des ouvertures, des portes qui s'ouvrent sur l'inconscient collectif. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver, c'est fabuleux, on peut retrouver par exemple des mythes qui sont très anciens, des mythologies qui ont été écrites il y a des milliers d'années, sans qu'on ne les connaisse consciemment, mais on voit que notre psychisme fonctionne aussi selon ce même schéma que Jung a appelé archétype d'ailleurs. Et donc, on va retrouver dans nos rêves des processus similaires à ceux qu'on va trouver dans les mythes, dans les contes. Voilà, donc ça nous ouvre une perspective sur des processus humains qui sont parfois très anciens, archaïques, et qui sont encore à l'œuvre chez nous, hein, un petit peu comme une façon de penser globale que l'on fait sienne, hein, mais dont on n'a pas conscience. Voilà, donc le rêve ouvre sur toutes ces dimensions-là. Du coup, c'est important pour vous, comme vous nous le disiez en tout début d'émission, de noter le matin les rêves que vous avez faits la nuit, évidemment, quand vous vous en souvenez. Et qu'est-ce que vous en faites alors de toutes ces, de tous ces souvenirs de la nuit? Oui, alors effectivement, donc déjà le noter, c'est important parce que le rêve est une énergie qui est quand même assez fugace. Donc on s'en souvient au réveil et si on voilà, on ne note pas, ça peut partir dans la journée. Donc il y a déjà ça, le fait de le noter. Ensuite, le fait de noter ses rêves, de les consigner et d'y revenir, ça permet d'avoir une connexion à soi-même. C'est-à-dire qu'on établit un dialogue
entre notre moi conscient qui vit sa vie de tous les jours, voilà, avec ce qu'on a compris, ce qu'on fait, ce qu'on contrôle, voilà, et dialogue avec cette part inconsciente qui est à la fois dans la causalité et la finalité. Cette part inconsciente qui va aller puiser dans un immense réservoir d'informations personnelles et collectives et qui va nous raconter des choses. Et donc, en écoutant ce que l'inconscient raconte, on fait dialoguer notre moi conscient et notre moi inconscient. Et donc, on s'ouvre à une richesse intérieure qui est bien plus grande que simplement notre moi conscience qu'on connaît finalement. Donc on s'enrichit comme ça par nous-mêmes et on se connecte à une partie profonde de soi et ça fait du bien. Et alors, comment parvient-on à bien interpréter ces rêves? Parce qu'on se connecte, ça nous donne des informations, mais comment on les interprète réellement, que ça soit pas après fantasmé, voyez? Oui, alors ça c'est effectivement une bonne question parce que le rêve s'exprime de façon codée, de façon très symbolique, de façon parabolique, on pourrait dire, un petit peu comme certaines traditions. Certaines religions ou certaines traditions s'expriment aussi de façon symbolique et parabolique pour donner un sens, en tout cas pour qu'on trouve un sens au symbole. Et donc, il existe quand même, grâce à l'inconscient collectif et à tout ce que l'humanité a pu créer en explication de symboles, il existe quand même des grands référentiels, je dirais, dans la symbolique référentielle qu'on peut trouver dans les traditions, dans les religions. Par exemple, Jung s'est beaucoup intéressé pendant 10 ans à l'alchimie. L'alchimie est extrêmement symbolique pour raconter une grande œuvre personnelle. Donc, c'est tout un voyage vers l'épanouissement. Les yogis ont aussi, à travers la symbolique des chakras, aussi décrivent tout un parcours individuel. Voilà, des religions parlent de l'éveil. Dans le bouddhisme, on a très clairement l'éveil. Voilà, on voit le but du grand œuvre. Le Christ également, avec la résurrection, par rapport à l'immortalité, etc., etc. Donc, on a quand même des grands symboles qui nous aident à décrypter les rêves. Et donc, un travail sur les rêves, ça consiste en fait à avoir une interprétation symbolique générale et en même temps, quel sens ça donne dans le vécu de la personne. Par exemple, la personne, elle rêve d'un arbre. Donc, on va dire, l'arbre, c'est vraiment la connexion entre le ciel et la terre, puisqu'il puise ses racines très, très profondément dans la terre. Et en même temps, il s'élève, il va toucher les cimes avec les cieux, avec la cime de l'arbre. Voilà, donc on est sur cette verticalité. Donc une fois qu'on a dit ça, la personne qui a rêvé d'arbre, elle va dire oui, effectivement, en ce moment, je travaille beaucoup sur cet aspect-là. Pour moi, c'est très intéressant, très important d'associer ma vie concrète avec ma vie spirituelle, par exemple, ou c'est très... je travaille sur ma verticalité pour être dans mon alignement personnel, de la même façon qu'un arbre est très aligné. Voilà, donc un travail sur les rêves, c'est passer d'une explication symbolique générale, grâce à tout notre patrimoine culturel, à une interprétation symbolique personnelle, c'est-à-dire quel écho ça fait en moi, cette verticalité, comment je la vis, comment je la transcris, qu'est-ce que le rêve me dit. Est-ce que par rapport à cet arbre, je suis en connexion avec lui, ou est-ce que je m'en approche, ou est-ce que je m'en éloigne? Voilà, on va aussi voir le processus. Et puis, il y a aussi ce que Jung il a un petit peu insisté là-dessus, en disant il y a des rêves qu'on peut interpréter séparément les uns des autres, mais si on étudie des séries de rêves, eh bien, on a comme une histoire au long cours qui se raconte
au fur et à mesure de nos rêves. Donc c'est un petit peu comme un journal intime en fait, que l'on écrit jour après jour et qui nous permet de plonger dans notre inconscient, de se développer avec soi-même, d'évoluer avec soi-même, de voir ses difficultés et puis de voir aussi ses aspirations et ses potentiels. Vous avez d'ailleurs écrit un petit livre, je crois chez Larousse, sur le symbolisme des rêves. Absolument. Un petit livre qui est paru aussi au printemps, le mini-guide de l'interprétation des rêves, donc chez Larousse, où en quelques pages, je donne les postulats du rêve et puis quelques exemples d'interprétation, de grilles interprétatives. Et puis j'avais écrit un autre livre chez Duno aussi, Déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie. Voilà, qui est un petit peu plus fouillé, un peu plus technique. Mais l'autre, effectivement, le petit, en plus, on peut le glisser dans un sac à main si on part en week-end, hein, des fois, quand on change de lieu et qu'on se retrouve, je sais pas, au bord de la mer, à la montagne, ça peut être propice à d'autres voyages. Exactement, c'est tout à fait le but de pouvoir le glisser dans une poche, dans un sac, se dire tiens, j'ai rêvé de ça cette nuit, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, et d'avoir quelques petites clés, voilà, qui nous mettent sur une piste d'interprétation. On voyage tous, qu'on en ait conscience ou pas, de toute façon, entre ombre et lumière. Comment bien appréhender tout ceci et s'en servir pour guérir de nos blessures, de nos traumatismes? Oui, alors, bonne question. Donc, le concept de l'ombre, c'est aussi le terme qu'a mis Jung sur ce qu'on va rencontrer de nous qui est désagréable. Par exemple, quand on rêve de monstres, quand on rêve de choses qui nous envahissent, quand on rêve de choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on est poursuivi, voilà, tout ce qui est désagréable, quoi. On va rencontrer en rêve nos monstres intérieurs ou notre ombre, c'est-à-dire les aspects pas très sympathiques, de façon très systémique, hein, je dirais, comme dans le Tao ou comme en systémique, on a l'habitude de dire, et comme Goethe l'a dit également, hein, il ne pourrait pas y avoir d'ombre sans la lumière et vice-versa. Et en fait, la polarité inverse de l'ombre, c'est la lumière. Et Jung a dit, je résume, hein, si vous voulez devenir un être lumineux, ne cherchez pas la lumière, mais commencez d'abord par chercher votre ombre et à partir de là, vous trouverez la lumière. Donc ça dit que c'est un peu comme un passage obligatoire en fait pour trouver sa propre lumière intérieure. Eh bien, il va falloir qu'on nettoie un petit peu les choses qui sont désagréables. Et une fois qu'on a nettoyé, ça y est, on peut avoir la lumière. Sinon, la lumière, elle sera toujours obscurcie par des choses de l'ombre que l'on n'a pas explorées. Alors, c'est sûr, c'est pas du tout agréable d'aller explorer ces monstres intérieurs, ces peurs, ces blessures, mais c'est un peu le prix à payer pour justement accéder à la lumière. Sinon, on risque d'être dans un déni, dans une lumière factice, artificielle. On se dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais et en fait, peut-être que c'est une lumière artificielle. C'est pas la vraie lumière du soleil. Et puis souvent, c'est aussi se conforter dans se dire je suis en sécurité dans ma zone de confort, alors qu'en fait, la zone de confort, elle est de plus en plus inconfortable. Donc, c'est oser aussi aller sortir de ces schémas répétitifs, de ces souffrances finalement qui sont silencieuses parfois, mais le corps sait nous les rappeler aussi quand ça devient trop en décalage avec qui nous sommes. Moi, je parlerai d'âme, de ce que nous avons choisi d'incarner, d'expérimenter et de vivre. Et quand il n'y a plus cet équilibre, effectivement, en tout cas, le corps sait bien se manifester. Tout à fait. Le corps ou des événements
Mm. que l'on rencontre, des événements désagréables qui viennent nous dire, bon, bah là, il faut peut-être qu'on s'occupe de ça. Hein, parce que sinon, bah, la réalité me rattrape. Hein. Comme on dit, je me suis fait rattraper par la réalité. Voilà. Et, Effectivement. D'ailleurs, le travail alchimique commence par l'œuvre au noir. Hein, c'est-à-dire que le but de l'œuvre alchimique, c'est d'atteindre le grand œuvre qui correspond à la réalisation personnelle, à l'épanouissement personnel. Et la première phase, bah, c'est l'œuvre noire. C'est-à-dire que la matière première, elle va rejeter toutes ces impuretés. Et après, on pourra passer au nettoyage. Et après, on pourra passer à la réalisation. Donc, voilà, c'est un processus à la fois physiologique et psychique, mais qui vaut le coup. Ça vaut le coup. Complètement. Mais effectivement, quand on est quand on traverse et qu'on rencontre nos parts ombragées, c'est pas toujours très confortable, mais après, c'est une telle libération et c'est incroyable là où ça peut nous mener, nous amener. Je pense qu'il est aussi important d'apprendre à être bienveillant et doux avec soi, ce qu'on n'est pas suffisamment, et de ne pas être non plus dans le jugement. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire ou à vivre, mais en tous les cas, cesser aussi de se comparer aux autres, parce que chacun a sa propre histoire, son propre vécu, même si on est tous interconnectés, interreliés, on a toute notre propre histoire, et effectivement, et on chemine chacun à notre rythme, et chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, en fait. Donc, c'est aussi prendre conscience de ça, et puis aussi ne pas avoir peur de demander de l'aide, parce que même si on détient tous les clés, personne n'a les clés de notre guérison, mais en tout cas, on peut être aidé, accompagné, parce que parfois, c'est impossible tout seul quand les traumas, les blessures sont trop béantes, trop difficiles. Et je pense que c'est aussi rester humble que de demander de l'aide. Oui, tout à fait. Et puis, il y a l'œil d'un professionnel qui saura peut-être décrypter des choses qu'on ne sait pas décrypter soi-même. Et puis, il y a cet œil extérieur qui permet de prendre du recul, d'interpeller, parce que quand on est soi-même avec soi-même dans son jus, on peut tout à fait faire ce qu'on a l'habitude de faire et pas voir certaines choses, alors que l'œil extérieur tout de suite va interpeller sur certaines questions. Oui, tout à fait. Heureusement, maintenant que la psychothérapie a quand même fait du chemin, hein, si on reprend depuis 100 ans, que Jung, c'est à peu près au début du XXe siècle. Hein, il y a 100 ans, on était en 1925. Donc, c'était la grande période de l'essor de la psychanalyse. Et en 100 ans, on a quand même fait beaucoup de chemin parce que maintenant, c'est autant avant, on était plutôt sur des aspects psychiatriques. Oui. Autant maintenant, on est quand même plus sur du confort où c'est sûr, on a tendance, on peut aller voir quelqu'un parce qu'on ne va pas bien, mais on va aussi voir quelqu'un parce qu'on voudrait comprendre les choses qui nous arrivent sans que ce soit forcément grave, sans forcément que la pathologie se soit installée. Et d'ailleurs, il vaut mieux aller voir quelqu'un avant que la pathologie ne s'installe. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas et qui ne nous appartiennent pas, et d'ailleurs vous en parlez dans votre ouvrage, qui sont liées à la psychogénéalogie. Oui. Ça, c'est un aspect aussi important. Tout à fait. J'en parle dans cet ouvrage et également dans d'autres, puisque je m'intéresse beaucoup justement à l'héritage de la généalogie, parce que effectivement, on pourrait dire sur deux registres. Hein. Le premier registre, c'est qu'est-ce que nous transportons inconsciemment de nos ancêtres, puisque on est né dans un monde. Jung parle de unus mundus, hein, un monde unique. Finalement, nous sommes reliés et interconnectés aussi dans cette communauté d'âme qu'est la famille, et nous transportons des choses de la famille, que ce soit des traumatismes,
ou que ce soit des potentialités également. On n'a pas que le négatif, on a aussi des talents qui nous ont été transmis par nos ancêtres, mais il y a aussi des traumatismes, et puis il y a aussi des choses qui n'ont pas été forcément expliquées. Et des fois, on se retrouve à revivre les mêmes choses que nos mères, nos grands-mères, etc., alors qu'on n'est pas au courant. Mais on répète un scénario parce qu'il fait partie de l'inconscient collectif familial. Et le deuxième inconscient collectif, c'est celui qui a beaucoup exploré Jung, l'inconscient collectif sociétal. Et notamment, il a pu travailler ses rêves en relation avec ce qui se passait dans l'Allemagne, préparation du nazisme, l'Allemagne en guerre, voilà. Et dans les rêves, on voit que nous transportons aussi cet héritage-là. Hein, donc on a un héritage très proche de nous, qui est celui de la famille, puis un héritage aussi global. Hein, donc on peut aussi être porteur, sans le savoir, de traumatismes sociétaux. Vous parliez d'alchimie. Est-ce qu'on peut dire que Jung était un alchimiste? Je dirais un alchimiste de la psyché, oui. Oui, puisque lui-même, donc déjà, il a beaucoup travaillé sur la symbolique de l'alchimie. Et ensuite, eh bien, il a fait comme les alchimistes, en fait. C'est-à-dire que les alchimistes, ils travaillent de façon opérative dans le travail de la matière première. Ils prennent une matière première et cette matière première, sous l'action du feu, va se transformer, se transmuter jusqu'à devenir une matière première évoluée qui va permettre de transformer tout métal, plomb ou autre, en or. Donc ça veut dire que cette matière première, elle a des capacités qu'elle n'avait pas au départ, mais elle a été nettoyée, lavée, etc., enrichie, etc., d'esprit subtil. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Jung? Eh bien, il a travaillé sur sa matière première aussi, c'est-à-dire qu'il a noté ses rêves tout le temps. Et puis, il y a le fameux grand livre rouge, où on retrouve dans ce magnifique ouvrage à la fois les dessins, les mandalas qu'il a fait, ses dessins, ses textes issus de l'imagination active, c'est-à-dire que voilà, un peu comme en écriture automatique, et ses rêves. Et donc, à partir de là, il a travaillé cette matière-là pour en décortiquer du sens et puis pour en extraire des concepts qui, 100 ans après, nous sont éminemment utiles pour comprendre la psyché humaine. Donc, le miroir qu'avaient les alchimistes, en fait, les alchimistes, ils travaillaient dans leur matière première pour voir en miroir comment eux-mêmes évoluaient. Et Jung a pris toute cette matière en miroir. Et grâce à ce miroir, il a pu élaborer tout un tas de choses sur son développement personnel et puis sur le développement de la psychanalyse. Et alors, comment bien vivre cette période actuelle qui brasse pas mal, qui secoue, qui est très éprouvante pour certains d'entre nous? Quels conseils pourriez-vous nous donner qu'on vive cette période de manière harmonieuse, sereine, malgré toute cette agitation, tout ce chaos, toutes ces peurs qui nous sont diffusées? Oui, alors, pour cela, je reprendrai le développement de Jung pour l'appliquer à ce que nous vivons. C'est vrai que Jung a aussi vécu une période de grand chaos, puisque il a vécu la Première Guerre mondiale, il a eu d'ailleurs des rêves terribles à cette période-là, avant cette période-là, et puis il a traversé, il a essayé de comprendre le nazisme et tout ça, quoi. Donc donc il était aussi dans une période très chaotique, et il dit que par rapport au collectif, en fait, il dit, je retiens 3 choses essentielles, que d'une part, on est dans le collectif, on a une action dans le collectif, donc cette action dans le collectif, elle nous donne aussi un sens social, on va être content d'agir pour le collectif, d'avoir un métier, de faire des choses dans le collectif, mais que
l'essentiel n'est pas là parce qu'on risquerait de se fondre dans le collectif. L'essentiel est aussi de développer une individuation, c'est-à-dire voilà, notre propre individualité, mais que ça peut être compliqué et que dans un premier temps, on va peut-être se rechercher des structures un petit peu plus cocon, qui vont nous faire du bien. Donc, il y a des structures, par exemple, qui sont des communautés de pensée, des gens avec qui on s'entend bien, un cercle d'amis, un cercle de pensée, etc., etc. Mais que le but n'est pas encore là. Ça fait du bien, mais le but, c'est vraiment de développer son individuation, c'est-à-dire sa propre individualité, mais pas de façon égoïste, mais en co-construction avec l'humanité. Et il dit à un moment que, voilà, il y a face on pourrait dire, aux désastres, aux difficultés du collectif, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est de grandir soi-même, de grandir à l'intérieur de soi. Et c'est un petit peu comme Gandhi quand il disait si tu veux, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais en gros, si tu veux voir le monde changer, change d'abord toi. Et c'est un petit peu la philosophie qui nous est donnée par Jung. Et je trouve qu'elle s'applique bien aussi à notre époque, c'est-à-dire que sans exclure une action que l'on pourrait avoir au niveau du collectif, parce qu'on en fait partie de ce collectif, mais il y a aussi urgence à travailler sur nous pour que le monde meilleur que l'on souhaite voir soit un monde meilleur que l'on gagne à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'en étant de plus en plus nombreux à être ce monde meilleur à l'intérieur de nous, le vrai monde meilleur extérieur pourra, on va grossir les rangs de ce monde extérieur plus harmonieux, plus apaisé. Mais il faut qu'on trouve cette sérénité en nous avant tout, avant de la propulser à l'extérieur. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on propulse? On propulse nos failles, nos blessures. Et peut-être que notre monde actuel est le reflet de toutes ces blessures humaines non guéries. Toute cette colère enfouie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de cet entretien, de cet échange. J'ai toujours ma petite question de fin. Si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Waouh! En écho avec ce que on vient de dire, ça serait effectivement que ma baguette de fée, je la charge d'une énergie hyper positive et que elle me serve à charger d'énergie positive tout ce qui m'entoure. Voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire au quotidien en accompagnant des gens. Mais là, avec la baguette magique, la baguette de fée, peut-être que ça irait plus vite. Et ça serait très sympa que la transformation, que tout le positif ressorte, tout le positif agisse. Parce qu'on a du positif, tout le monde a du positif. Sauf qu'on ne voit pas. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que votre livre Yang à la plage est paru aux éditions Duno. Au revoir. Merci beaucoup Valérie. Merci pour votre scintillement de ce matin. Merci. Je vous souhaite à tous de rayonner l'amour, comme disent mes amis les jolies fées. Merci de nous avoir suivis. Merci, comme disent les jeunes, de liker, de partager. Et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes